Salut les amis, je fais juste tester pour l'instant, je commence rien, mais pourriez-vous m'écrire si vous entendez correctement? Juste pour être sûr que je ne vais pas parler dans le vide pendant 45 minutes, puis que je découvre à la fin qu'on m'entendait pas.
le son est enregistré, tout a l'air normal de mon bord. Il y a des gens qui me disent qu'ils ne m'entendent plus. Je vais juste attendre un peu. Là, je sais qu'en plus, je dis ça, puis il y a un délai genre de 10 secondes avant que ça se rende à vous, donc je suis obligé de niaiser en attendant que vous entendiez mes questions pour voir si vous pouvez me répondre. Et puis, je vais attendre avant d'aller plus loin. Mais donc, je vais répéter quand même la dernière affaire que j'ai dite juste au cas. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est donc de créer une classe puis la faire la mieux possible pour représenter un élément. On va essayer différentes façons, puis on va essayer de discuter un peu, tant qu'à faire, de est-ce que ça c'est mieux de même, est-ce que ça c'est mieux de même, qu'est-ce que vous en pensez, puis on va voir ce qu'il y en est. Donc, je vais checker si quelqu'un m'a répondu dans les commentaires. Oui, ça me dit qu'on l'entend. Donc, parfait. All right. Donc, on est lancé. Je vais aller retourner dans mon Visual Studio. Donc, je retourne ici. Je vais effacer ce right line. On commence à 14 heures. Et on va y aller avec donc notre classe. Fait qu'on fait la classe aliment. Donc, on va tout simplement faire ça ici. Donc là, première affaire, on sait qu'on a déjà des attributs ici. On peut commencer par créer les différents attributs, mais aussi un truc que je veux vous montrer, c'est réinsister sur la possibilité d'utiliser des propriétés avec des propriétés auto-implémentées. Donc, par exemple, je pourrais me dire, je vais faire le nom de l'aliment, mettons. Donc, je vais me déclarer string nom, mettons, qui serait le nom de l'aliment. Et je pourrais être intéressé à faire une propriété pour aller manipuler ce nom de l'aliment-là. Et là, je ferai une propriété avec le même nom, mais avec une majuscule, tout simplement. Donc, la propriété nom, je vais la mettre publique, évidemment, parce que sinon, un petit peu inutile hein, si on ne peut pas y accéder. Puis là, je mettrais, mettons, un get, où je dirais, OK, return le nom de l'aliment, et un set dans lequel je dirais, OK, le nom est égal à value. Mais ce set-là, je vais le mettre privé parce que je ne veux pas que les gens puissent le changer n'importe quand. Alors, donc, ça, c'est important. C'est dit ici que c'est fixe à la construction. Donc, ce qu'on veut, c'est que tout ça soit privé, que nous, on va utiliser notre set dans le constructeur, puis après ça, on ne pourra plus jamais le changer. Petite note en passant, je vois souvent cette erreur-là, puis c'est un peu normal. Il suffit d'une petite inattention, puis on met ici nom majuscule égale à value. Donc, rappelez-vous que le but de la propriété, c'est d'aller manipuler l'attribut. Donc, ce qu'on veut, c'est aller retourner l'attribut, donc nom en minuscule, et setter l'attribut nom en minuscule. Parce que si on met le nom en majuscule, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut setter notre attribut, on passe par la propriété, puis là, on dit, OK, voici une valeur, mais là, je vais l'affecter à la propriété, donc le set va être rappelé de nouveau, puis là, ben, lui va dire, OK, ben, ce que je dois faire, c'est l'affecter à la propriété, donc je vais rappeler la propriété, et celle-là va dire, OK, ce que je dois faire, c'est l'appeler à la propriété, et ainsi de suite, puis ça va looper de même à l'infini, puis éventuellement, ça va planter avec un message de Stack Overflow, parce que la propriété se rappelle elle-même dans la mémoire de l'ordinateur sur la pile d'exécution, puis ça finit par déborder. Donc, ce qu'on veut faire absolument attention, c'est de mettre tout le temps ici en minuscule. La propriété ne s'appelle jamais elle-même. Donc, si jamais vous tombez sur une erreur de Stack Overflow, c'est souvent juste ça. Vérifiez bien qu'est-ce que vous faites. Mais là, dans ce cas-ci, ici, ce qu'on note, c'est qu'on a une propriété qui, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle retourne le nom tel quel et elle le set directement sans faire aucune validation particulière. Et le set est privé. Donc, à ce moment-là, dans un cas comme ça, on n'est pas obligé d'écrire tout ce code-là et de même déclarer l'attribut. On peut très bien, si on veut, garder notre attribut auto-implémenté. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que je pourrais enlever cet attribut-là ici, simplement garder la propriété, et là, ici, j'enlève le contenu interne parce que je n'ai pas d'attribut à modifier, et je vais juste mettre ça get private set directement comme ça. Et ça revient exactement au même. Puis même souvent, vous allez le voir, tant qu'à ça, sur une seule ligne, puisqu'on n'a pas vraiment de code, de contenu. Donc, on va juste écrire ça comme ça, get private set.
sur la même ligne comme ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle une propriété auto-implémentée. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va automatiquement créer une espèce d'attribut qui va être là de façon automatique et qui va être accessible par cette propriété-là. Donc, l'attribut n'existe pas. Donc, c'est encore mieux puisqu'on ne veut pas y accéder de toute façon. On va toujours passer par la propriété qui est la seule affaire qui existe et elle va juste faire un get qui le return et faire un set qui met la valeur dedans, sans aucune validation, aucun code spécial. Donc, dans un cas comme ça, où on n'a pas à vérifier quoi que ce soit, puis qu'on fait juste dire voici, on peut le faire comme ça. Puis, ça revient exactement au même, puis donc on sauve à ce moment-là un peu de code. Mais remarquez, c'est pas grave si vous décidez de le faire comme je l'avais fait initialement, avec l'attribut qui est déclaré au complet. C'est juste que ça va plus vite comme ça. Donc, j'ai ici mon premier attribut. Ensuite, le deuxième attribut, c'était la catégorie d'aliments. Là, la catégorie, comment on va faire ça exactement? Ben, on pourrait mettre une espèce de string pour dire je vais mettre une chaîne qui contient le nom de la catégorie, mettons céréales, viande, légumes. Mais là, à ce moment-là, si on fait ça, c'est ouvert à n'importe quoi. Ça veut dire que je pourrais écrire à un moment donné légumes avec un S. Pour un autre légume, je mets légumes au singulier. Je peux faire une faute de frappe puis écrire autre chose que légumes. Je peux mettre pas d'accent avec accent. Puis là, à un moment donné, on a des catégories qui se multiplient puis qui en fait représentent toute la même chose. Donc, le plus simple pour une affaire de même, ça serait de se faire un enum. Puis c'est à ça que ça sert justement. Donc, par exemple, enum catégorie. Et là, je vais mettre mon enum. Puis là, je vais énumérer des catégories. Fait que, par exemple, viande, légumes, fruits et, mettons, boissons. Puis là, bon, on va y aller avec ça comme ça. Donc, on déclare un enum. Et là, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, cet enum-là, ce que ça fait, c'est que ça crée un nouveau type. Et ce type-là, ce qui va être tout simplement, c'est un chiffre. Il va assigner un chiffre à chaque catégorie. Vous voyez, si je mets mon curseur dessus, viande égale à 0, légumes égale à 1, fruits égale à 2, boisson égale à 3. Donc, ça va nous faire une espèce de code automatique, parce qu'en fait, on s'en fout un peu c'est quoi le vrai chiffre qui est mis là, peu importe c'est quoi. L'idée, c'est juste de toujours utiliser le même. Fait qu'une fois que j'ai ça, je peux me créer. Ça devient un type de données que je peux utiliser, comme n'importe quel autre type. Donc, ma catégorie, je pourrais l'appeler comme ça, catégorie, et ça devient comme un attribut. Et là, ça veut dire que dans chaque aliment, je vais mettre une catégorie. Et ce que je vais y mettre, c'est une valeur d'énum qui va être utilisée comme une constante. Puis en fait, ce que ça va réellement mettre en dessous, rappelons-le, c'est un chiffre. Mais le chiffre m'importe peu dans ce cas-ci. C'est juste pour avoir une espèce de standard où j'utilise toute la même affaire. Donc, dans ce cas-ci, encore une fois, j'aurais tendance à faire une propriété ensuite publique de type catégorie et qui s'appellerait, mettons, catégorie avec une majuscule. Puis là, dedans, j'aurais un get puis un private set parce que ce que je voudrais, ça serait juste retourner la valeur et mettre la valeur dedans. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas absolument besoin de mettre l'attribut. Donc, de la même façon que tantôt, je peux juste faire ça comme ça. Et puis là, ben, j'ai mon nom, j'ai ma catégorie qui correspond à une valeur d'énum. Donc, un énum, on n'oublie pas, petit rappel de l'automne, je sais que ça fait un petit moment, un énum, ça crée un nouveau type de données. Donc, une fois qu'on l'a inventé puis qu'on y a mis des valeurs, ben après, à l'interne, n'importe où, on peut utiliser ça comme un type de données. À la place d'écrire int ou string ou bool, on écrit catégorie. Donc, ça peut être le type de retour d'une propriété, ça peut être le type de retour d'une fonction, ça peut être le type d'une variable, le type de paramètre. Partout où je pourrais utiliser int dans une autre situation, je peux utiliser catégorie dans celle-ci. Ça va revenir au même. All right. Ensuite, une fois qu'on a ces deux affaires-là, on a l'unité utilisée. Ben, pour l'unité, je ferai la même chose aussi. J'irai créer un enum unité, et je mettrai des unités ici. Donc, mettons des grammes, des millilitres. On va y aller comme ça, et mettons des unités. Donc,
On va dire ça de même. Des unités, ça va être pour lorsque j'en vends 1, 2 ou 3. Donc, quelque chose qui n'est pas vendu ni au poids, ni au volume, là. Donc, par exemple, un melon d'eau. J'achète des melons d'eau, peu importe combien ils pèsent, je paye un prix pour chaque unité. Ou je pourrais y aller au poids ou au volume liquide. Donc, mettons, je commence avec ça. Au pire, c'est très facile après d'en rajouter dans les normes. Et puis là, je vais faire la même chose. Donc, je vais avoir mon unité que je vais me définir ici. Donc, encore une fois, je peux la faire autogénérer. Donc, unité, unité, et là, je mets un get private set. Pardon. Voilà. Et puis là, ben voilà, j'ai la possibilité de mettre une unité et de la setter de façon privée. Donc ça ne sera jamais modifiable par la suite. Seul le constructeur va utiliser ultimement mon set privé pour aller le setter à une valeur que je veux. Donc voilà, j'y suis avec ça. Ensuite, ben, on a deux autres attributs qui, eux, ne sont pas fixes. Eux, ils sont variables. Donc, combien ça coûte pour chaque unité de mon affaire et combien j'en ai en inventaire en ce moment. Donc, ça, je vais à ce moment-là, puisqu'elles sont variables et modifiables un peu partout, je vais en faire des attributs. Donc, par exemple, la quantité, combien j'en ai et le prix. OK, parfait. Fait qu'on va marquer un prix, ça va être en double, mettons. Double prix. Et on va mettre également la quantité. Donc, la quantité, est-ce qu'on veut avoir des décimales de quantité ou on veut laisser ça des nombres entiers? Ça dépend de c'est quoi l'unité. Donc, disons que pour le moment, je vais mettre ça comme un int pour garder ça simple. Donc, combien j'en ai en ce moment? Un nombre de grammes, un nombre de millilitres ou un nombre d'unités. Je n'irai pas jouer avec des fractions de millilitres là, pour l'instant. Donc, allons-y avec ça. Puis là, ben, elle, je peux leur faire une propriété si je veux. Donc, ça, c'est une possibilité. Ma propriété prix, qui contient prix qui est un double. Donc, un get qui va juste faire simple return du prix. Voilà. Et un set. Donc là, pour mon set, j'aimerais bien valider que le prix est positif. Donc, on va juste vérifier. Si value est plus grand ou égal à 0, disons qu'on peut, dans ce cas-ci, je vais accepter les zéros. Mettons qu'on a une promotion et qu'il y a une affaire qui est gratuite, on va le mettre. Si c'est acceptable, ben, on va le mettre dans le prix. Voilà. Pour l'instant, mettons, on va laisser ça comme ça. On verra dans les futures itérations si on veut changer ça, parce que qu'est-ce qu'on fait si le prix est invalide? S'il me donne un prix négatif, qu'est-ce que je dois faire? C'est un questionnement qu'on peut avoir. Est-ce que je choisis de l'ignorer? Comme là, en ce moment, je l'ignore. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on l'ignore? C'est qu'il va y avoir 0 qui va être mis là-dedans, là, si je ne set rien de spécial. Si je ne mets rien dans une variable comme ça, c'est 0 par défaut qui est seté. Il faudra voir aussi selon le constructeur. Et sinon, ben, une autre affaire que je pourrais faire, ce serait d'envoyer une exception. Donc, ça, c'est la chose qu'on va vouloir faire plus tard quand on arrivera là. Et je regarde les commentaires. Joanne qui nous rappelle que le melon d'eau goûte bon et qu'effectivement, le point virgule n'est pas obligatoire ici. J'ai l'habitude de le mettre parce qu'en C++, il l'est. Mais oui, c'est vrai, regardez, si je l'enlève ici, ça ne dérange pas. Donc ça, c'est ma vieille habitude de programmeur C++. En C#, on n'est pas obligé de le mettre. Donc, voilà, ce que je voudrais probablement, c'est envoyer une exception. Ultimement, on va se rendre là, à mesure qu'on va avancer dans les chapitres dans notre révision. Ce qu'on aimerait, ce serait qu'un objet refuse de fonctionner si on lui donne des valeurs qui n'ont pas de sens pour lui. Et à ce moment-là, donc, il va préférer lancer une exception, ce qui ferait potentiellement planter le programme qui essaie de l'utiliser tout croche. Et ce qui est beaucoup mieux que de se laisser utiliser tout croche. Donc, il est mieux mourir que de faire n'importe quoi. Donc, c'est très louable. Et ensuite, on va faire la même affaire avec notre quantité. Donc, ça va être un peu le même principe. Donc, get return quantité. Et ici, set. Donc, la quantité, cette fois-ci, même affaire. On veut
que ce soit positif ou nul, parce que c'est possible de ne pas en avoir. Peut-être qu'on n'en a plus. Donc, on veut qu'une quantité 0 soit acceptée. Donc, ici, quantité égale à value à ce moment-là. Donc, allons-y avec ça. Là, comme on en est là, ben, on a nos attributs avec les propriétés pour les manipuler. Plusieurs de ces attributs-là sont en fait auto-implémentés. Puis, on a tout ce qu'il faut sur les différents attributs. Voilà. Alors, wow, il y a des anciens étudiants que j'ai pas vus depuis genre 10 ans qui sont dans le live en ce moment. Salut, Jean-Sébastien Paul. Ça va être utile que j'aie dit ça quand je vais après ça mettre ça en ligne sur Moodle pour toujours. Il sera salué pour toujours. Ensuite, ben, une fois qu'on a ça, il nous reste après ça les possibilités de modifier les affaires. Ça, c'est les fonctions. Mais avant, on dit qu'il y a des choses qui sont fixes à la construction. Donc, on va vouloir se faire des constructeurs. Donc, on va y aller avec ça. Le but d'un constructeur, rappelons-le, c'est de mettre une valeur dans chacun des attributs. Mettre une valeur quelconque, mais il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il s'assure qu'il y a une valeur dans tous les attributs. Donc, on a 3 attributs auto-implémentés. Il va falloir absolument s'assurer que tous les constructeurs qu'on fait mettent quelque chose là-dedans. Ils ne peuvent pas laisser ça vide, sinon le constructeur ne fait pas sa job. Son but, c'est de mettre quelque chose. Si on ne met rien, par défaut, il y a des affaires qui se mettent et des affaires nulles, mais quand c'est nul, c'est pas tout le temps ce qu'on veut. Donc, par exemple, les catégories et unités, il va mettre 0, puis quand on met 0, ben, ça va nous mettre absolument par défaut une viande en grammes. C'est peut-être pas nécessairement ce qu'on veut comme comportement par défaut. Le nom serait nul. Donc, on va essayer de mettre quelque chose dans tous les attributs. Prix et quantité ici, eux aussi, ça met 0 par défaut si on ne met rien, mais le but du constructeur, c'est de s'assurer qu'il a mis quelque chose volontairement. Donc, on peut penser à plusieurs constructeurs. Est-ce qu'on va avoir besoin de plusieurs constructeurs? Ce n'est pas spécifié dans l'énoncé, mais on peut y réfléchir. Donc, de quel constructeur on a besoin? Ce qui est clair dans l'énoncé, à tout le moins, c'est qu'il y a 3 affaires qui sont fixées à la construction. Donc, il faut nécessairement qu'on ait un constructeur qui accepte des valeurs pour ces 3 affaires-là, pour qu'elle les setter, parce qu'après ça, l'usager, la personne qui a créé un fruit ou un légume ou un aliment, finalement, ne pourra plus jamais les changer, ces affaires-là. Fait qu'il faut qu'elle ait le moyen de lui donner au départ. Si moi, je veux faire un melon d'eau, il faut que je puisse le passer en quelque part parce que je ne pourrai jamais aller changer le nom pour dire, finalement, c'est un melon d'eau, cet aliment-là. Il faut pouvoir lui passer le nom, la catégorie et l'unité à la construction. Donc, au minimum, j'ai besoin de ce constructeur-là. Le constructeur, mon constructeur aliment, écrit comme du monde, va avoir besoin de recevoir ces 3 choses-là au minimum. Donc, une catégorie, un nom, puis une unité. Donc, on va mettre un string, le nom. Donc, le nom. Ensuite, une catégorie. Catégorie. Et une unité. Unité. Donc, ça, c'est au minimum, j'ai besoin d'un constructeur qui fasse ça, qui accepte ces 3 choses-là, puis que sa job, ça va être d'aller les mettre dans mes propriétés là, en utilisant le set, parce qu'après ça, on ne pourra plus jamais toucher à ça, on ne pourra plus changer. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais tout simplement y aller avec ça. Est-ce que j'ai une validation à faire? Là, c'est une possibilité. Pour l'instant, comme on est dans le chapitre 1 et 2, on n'a pas d'exception ni rien, mais les constructeurs, c'est souvent eux qui vont lancer des exceptions si les trucs qu'on leur donne sont interdits. Donc, par exemple, si le nom est une chaîne vide, par exemple, ou nul, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'accepte ça ou pas? Probablement pas. Donc, si je ne l'accepte pas, qu'est-ce que je fais? Il faudrait que je mette quelque chose à la place. Puis là, si je mets quelque chose, je vais mettre un mot comme aliment par défaut. Est-ce que c'est mieux que de laisser une chaîne nulle, que d'avoir plein d'aliments qui s'appellent peut-être tous aliments par défaut? Ben non, pas vraiment. Fait que dans un cas comme ça, c'est là que je voudrais une exception. Genre, tu ne me donnes pas de nom, je plante. Ou en tout cas, du moins, je te lance une exception. Puis toi, de ton bord, peut-être que tu plantes ou peut-être que tu l'attrapes et tu réagis, mais au moins, je n'ai pas créé ton aliment comme tu voulais. Mais là, comme on est dans le chapitre 1, ben, pour l'instant, on va juste dire, OK, ben, on va simplement affecter tout ça à mes propriétés. Donc, je vais prendre pour acquis que tu me donnes des affaires qui ont de l'allure et je ne vais rien vérifier spécifiquement. Donc, catégorie, ça, et ensuite, oups, pardon,
Je le mets au pluriel, c'est plutôt comme ça. Et après ça, l'unité est égale à l'unité que j'ai reçue. Donc, j'ai reçu un nom, une catégorie, unité. Là, c'est peut-être un peu mélangeant là, parce que tout s'appelle un peu pareil. Il y a des majuscules, des S. Catégorie avec une majuscule et un S, c'est le type. C'est le type parce que c'est le nom de mon enum. Donc, ça signifie que c'est un type. De la même façon que ici, string est un type, ben ici, catégorie est un type qui sert à dire cette variable-là est de type catégorie. Elle contient une catégorie. Comme cette variable-là est de type string et elle contient une string de texte. Unité, majuscule pluriel, c'est aussi un type. Et là, ici, ben, catégorie, singulier tout en minuscule, c'est simplement le nom de la variable, le nom du paramètre auquel je réfère ici. Et je dis, je prends ce que j'ai reçu dans le paramètre et je le mets dans catégorie majuscule singulier. Elle, c'est quoi? C'est ma propriété. Catégorie majuscule singulier, c'est le nom de ma propriété. Donc, il va automatiquement utiliser le set de la propriété parce qu'il voit que j'essaie de modifier la valeur. Donc, j'essaie de mettre quelque chose dedans. Donc, ce qu'il m'est passé à mon constructeur dans ce paramètre-là, la catégorie que j'ai reçue là, qui est de type catégorie, je la prends et je l'amène dans ma propriété catégorie. Et elle reçoit donc cette valeur-là, va se mettre dans value et elle va faire quelque chose avec. Là, qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Bien, dans ce cas-ci, comme c'est auto-implémenté, elle va simplement aller le mettre dans l'attribut auto-implémenté qui est en dessous, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Donc, elle va aller le mettre dans la catégorie. Fait que là, j'avoue que c'est un peu mélangeant vu que tout s'appelle presque pareil, mais ça serait du code typique que vous risqueriez de rencontrer. Donc, il faut pouvoir faire la différence entre les types, les noms des variables, les noms des propriétés. Tout ça, c'est des noms différents, donc c'est correct. Ensuite, ben, qu'est-ce que je vais mettre comme prix et comme quantité par défaut? J'ai plusieurs possibilités. Je pourrais mettre le prix, donc c'était le prix à 0 et la quantité à 0 par défaut. Donc, le but de mon constructeur, c'est de mettre des valeurs dans tous les attributs. Donc, je mets ces valeurs-là dedans. Et je regarde les commentaires de Join au passage. Il fait juste des jokes, mais c'est bon. Ça rend tout ça plus agréable. Donc, si vous suivez, lisez les commentaires. Donc, je peux les mettre à 0 en disant ce que mon constructeur doit faire, c'est mettre une valeur dans chaque attribut. Donc, j'ai mes 3 attributs auto-implémentés, mais j'ai mes 2 autres attributs aussi dans lesquels je dois mettre des valeurs. Donc, ça, c'est une possibilité que j'ai. L'autre option que j'ai, je pourrais dire, je ne vais pas les mettre dans le constructeur, mettons, et ce que je vais faire, c'est que je vais juste les mettre ici. Je pourrais mettre comme mon prix à 0 et ma quantité à 0 directement dans la déclaration de l'attribut, ce qui revient exactement au même. Donc, vous pouvez y aller comme vous voulez. Si on a mis une valeur par défaut ici directement dans la déclaration de l'attribut, si on ne la change pas dans le constructeur, elle est setée quand même à cette valeur-là, ce qui revient au même. Optionnellement, aussi, ce que j'aurais pu faire, c'est de me faire une constante pour conserver, mettons, prix par défaut, quantité par défaut, me faire des constantes pour ces affaires-là et utiliser la constante soit ici, soit dans le constructeur. Dans un cas où c'est 0, faire une constante pour retenir 0, ce n'est pas absolument indispensable. Si j'avais un prix autre que 0, je l'aurais plus considéré. On pourrait aussi se dire, ben, je vais mettre une constante tout de suite. Comme ça, si jamais on la change pour autre chose que 0 plus tard, le code sera déjà fait en fonction de ça. Donc, ça pourrait être une possibilité. J'aurais pu décider, je vais me faire des constantes. Donc, public const double. Ma constante s'appellerait prix défaut. Et là, je le mets, mettons, à 0.0 ici. Puis là, ici, je le mettrais à prix défaut. Soit là, ou soit dans mon constructeur. Ça revient pas mal au même. Mais en même temps, est-ce qu'on va éventuellement changer le prix par défaut pour dire que par défaut, tout coûte 10$? Ça m'apparaît comme un peu saugrenu de toute façon parce qu'on va pas vraiment. Le prix par défaut n'aura pas vraiment de sens. T'sais, le but de tout ça, ça va être que la personne y mette un prix éventuellement. À part pour un Dollarama où tout était à 1$. Dans mon temps, les Dollarama, tout était à 1$. Mais maintenant, tout est à 1$ et plus. Donc, ça ne veut plus dire grand-chose. La seule certitude qu'on a dans un Dollarama, c'est que rien ne va me coûter moins qu'un $. C'est ça la garantie de Dollarama. Donc, en tout cas, voilà. Fait que j'ai ce constructeur-là. Je pourrais aussi vouloir faire un constructeur qui accepte d'emblée aussi des valeurs pour les prix
Donc, je vais refaire comme un peu la même affaire, le prix et la quantité en plus de tous les autres attributs que je dois pouvoir fixer automatiquement. Donc, mon constructeur ici, je pourrais également lui mettre un prix. Je vais lui donner un nom différent ici pour que ce soit clair que ce n'est pas l'attribut. Et la quantité. Donc, je peux avoir un constructeur qui reçoit, pardon, en plus de recevoir mes trois affaires qui doivent être fixées à la construction, reçoit aussi un prix et une quantité immédiatement. Donc, si la personne qui crée l'objet sait déjà c'est quoi le prix et la quantité, ne veut pas avoir à passer par une méthode pour le modifier tout de suite après, on peut produire ce constructeur-là. Donc, il va ultimement faire la même affaire ici. Donc, je vais juste copier-coller. La première fois qu'on fait un copier-coller dans Visual Studio, c'est long. Et je vais juste dire que mon prix est égal à le prix. Je n'ai pas besoin de mettre de validation ici parce que je sais que je passe par ma propriété qui, elle, fait déjà sa propre validation. Donc, je n'ai pas besoin de checker dans le constructeur est-ce que la quantité est en haut de 0 puisque je sais qu'il y a une propriété qui s'occupe de ça. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait. Voilà. Est-ce que, d'ailleurs, j'en profite pour revenir là-dessus, je vois ça, j'ai mis le set, je l'ai laissé public. Par défaut, get et set ont le même modificateur d'accès que celui de la propriété elle-même. Donc, la propriété est publique. Donc, le get et le set sont aussi publics. Mais si je veux, je peux en mettre un des deux privé, si ça me tente. Donc, est-ce que je devrais mettre le set privé ou le laisser public? Si je mets un set privé, ça permet à quelqu'un de juste faire son aliment point quantité égale à 1000 et le changer directement comme ça. Je sais qu'il va passer quand même par sa validation. Donc, est-ce que c'est OK ou pas? Ça dépend de comment vous voyez la chose. Je sais déjà que je dois avoir la possibilité d'augmenter et de diminuer le nombre d'unités en inventaire avec des méthodes qui vont augmenter, qui vont diminuer. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de laisser aussi la possibilité de juste aller mettre le chiffre qu'ils veulent, sachant quand même qu'il va être nécessairement 0 et plus? Ça serait débattable. Dans mon cas, je serais tenté de mettre ça privé, simplement pour forcer l'utilisateur à passer par les méthodes que je vais faire tantôt. Mais c'est quand même débattable. Si vous avez des commentaires d'ailleurs, je n'arrive pas pour les faire. Joanne insiste sur le fait que ce soit privé. Évidemment, c'est probablement mieux que tout soit privé au niveau des propriétés pour qu'on force l'utilisateur de notre objet à passer par nos méthodes, par notre interface. On ne lui laisse pas gosser directement avec les valeurs. Si on est pour faire ça, autant le mettre privé. C'est mon opinion. Donc ensuite, est-ce qu'on a besoin d'autres constructeurs? Bon, là, c'est pas demandé, mais on pourrait se demander, est-ce que j'ai besoin d'un constructeur de copie? Ça pourrait être une idée intéressante de copier un aliment, mais est-ce que c'est pertinent dans mon cas ici? Mettons que j'ai les melons d'eau et j'ai seté melons d'eau, catégorie fruits, unité, ça va être vendu à l'unité. Le prix, c'est, j'ai sincèrement aucune idée combien ça vaut un melon d'eau en épicerie, là, mais mettons 5 piastres, je ne sais pas, sûrement que quelqu'un le sait et dit que c'est ridicule mon prix, mais mettons 5 piastres, puis que j'en ai 100 en inventaire. Est-ce que je veux pouvoir ensuite faire une copie de cet aliment-là pour avoir une deuxième copie de mon aliment, toute copiée avec 100 en inventaire aussi? Peut-être, peut-être pas, ça dépend de ce que je compte faire avec tout ça plus tard. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec? Je ne sais pas. Ça dépend de ce que je veux faire. Je peux vous montrer comment faire un constructeur de copie, puis on verra plus loin si ça sert. Parce que c'est possible que ça serve. Dépendamment qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Moi, je sais un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ultimement, on va avoir des tableaux d'aliments dans des inventaires. Puis là, à ce moment-là, on va peut-être ne pas vouloir retourner une référence à un aliment dans le tableau, mais en faire une copie. C'est peut-être là que ça va servir. Mais peu importe. Si je veux faire un constructeur de copie, je vais en coder un ici, puis vous verrez si ça sert plus tard. La suite vous surprendra. Un constructeur de copie, lui, puis là, j'en ai encore vu plusieurs là, avant de quitter pour cette quarantaine qui n'étaient pas capables de faire un constructeur de copie correctement ou qui ne savaient pas trop comment faire. Dans un constructeur de copie, on a un seul paramètre. On n'a pas le nom, la catégorie, l'unité. On a un seul paramètre qui est un autre aliment qu'on appelle comme on veut. Moi, je l'appelle tout le temps l'original parce que c'est un aliment qui me sert d'original que je veux copier. Donc,
Un constructeur de copie, c'est toujours ça et ce n'est pas autre chose. Si on vous demande un constructeur de copie, vous êtes obligé de le faire comme ça. Le constructeur de copie reçoit une copie de la même classe, donc un objet de la même classe et il doit le copier. Comment il va faire ça pour le copier? Ben, il doit aller chercher tous les attributs de l'original et setter ses propres attributs pareils comme lui. Donc, c'est ça l'idée, là. Quand on est dans un constructeur, on est en train de construire un objet. Donc, on a un objet qui n'est pas encore tout à fait fini, mais qui a déjà tous ses attributs. Il reste à mettre des valeurs dans chaque. Là, ce qu'on va faire dans le cas du constructeur de copie, c'est d'aller chercher les valeurs dans l'original et toutes les copier. Et il ne faut pas en oublier, parce que si on en copie deux, trois, puis on oublie les autres, ce n'est pas une copie. Les attributs qu'on ne copie pas vont être setés par défaut selon le type de données et ça va juste nous donner autre chose. Ça ne sera plus une copie à ce moment-là. Donc, dans ce cas-ci, on va dire que le nom est égal au nom de l'original. Et là, on va faire la même affaire pour chaque. La catégorie et nom est pardon, équivalente à la catégorie de l'original. Et dans ce cas-ci, j'utilise toutes mes propriétés qui ont un get puis un set. Donc, c'est bien correct. Même si le set est privé, je suis à l'intérieur de la classe, donc j'ai le droit de l'utiliser. Pardon, prix égale à original.prix. Donc, il faut juste que je m'assure que je le fais pour toutes. Donc, j'ai vu souvent des constructeurs de copies mal faits qui ne copiaient que certains attributs et pas les autres. J'en ai vu aussi d'autres où l'étudiant tentait d'énumérer ici tous les attributs. À ce moment-là, c'est plus un constructeur de copie. Ce qu'on veut, c'est pas faire la même affaire exacte que ce constructeur-là et forcer l'utilisateur qui veut faire une copie à aller lui-même chercher toutes les valeurs de son original puis aller passer à un autre constructeur. On veut pouvoir juste lui dire, j'ai un aliment ici, fais-moi un autre pareil. Pouf, et c'est réglé. Donc ça, c'est le constructeur de copie. Voilà. J'en profite tout le temps pour garder un petit œil sur les commentaires dans le live Facebook. Donc, c'est pour ça que des fois, je pause pendant un instant le temps de lire qu'est-ce qui se passe. Si vous avez des questions, vous pouvez très bien les poser en commentaire et je vais y répondre quand je vais les voir. Donc, on a ça. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je veux un constructeur par défaut? Un constructeur par défaut, c'est un constructeur comme ça, un constructeur sans paramètres. Est-ce que je veux ça? Est-ce que j'ai envie de pouvoir créer un aliment en ne lui fournissant absolument rien et que cet aliment-là existe avec des valeurs par défaut? Il y a des cas où ça peut être intéressant, d'autres cas où ça l'est moins. Dans ce cas-ci, ça l'est beaucoup moins parce que j'ai ici trois attributs qui ne pourront plus jamais être changés, la catégorie, le nom et l'unité. Donc, si je crée un aliment par défaut, je vais mettre des affaires par défaut dans ces attributs-là. Donc, je vais lui mettre une catégorie par défaut, un nom générique, genre l'aliment, puis une unité par défaut, puis je ne pourrai plus jamais changer ça. Fait que cet objet-là, va-tu vraiment servir à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va vouloir dire, donne-moi un aliment, je ne te dis pas c'est quoi, ni rien, fais-moi n'importe quoi. Puis après ça, moi, je ne peux plus le changer, je suis pogné avec cet aliment-là, générique, qui ne représente rien. Bien, fort probablement que ça ne m'est pas utile. Donc, dans ce cas-ci, je ne voudrais pas faire de constructeur par défaut. Mais c'est un questionnement qu'on peut avoir. Est-ce que créer un objet par défaut, c'est pertinent? Des fois, ça peut l'être. Dans un cas où je peux modifier des choses par la suite, ça peut être pratique de pouvoir juste dire vite, donne-moi quelque chose, puis je le setterai plus tard. Je ne me casse pas la tête pour l'instant avec ça, j'ai un objet par défaut, donc ça peut servir. Dans ce cas-ci, ça ne sert pas. Donc, j'ai selon moi trois constructeurs qui vont m'être utiles. Un qui permet de setter les trois attributs qui ne pourront plus être modifiés par la suite et qui laisse les valeurs par défaut dans les deux autres attributs, donc qui sont ici 0 par défaut. Remarquez que même si je n'avais pas mis ça, c'est 0 par défaut dans les types numériques, mais j'aime bien le spécifier comme ça, c'est clair que je n'ai pas juste oublié une affaire, je veux que ça soit 0, quelqu'un d'autre qui passe et qui lit mon code comprend que c'était ma volonté. Et ensuite, un autre constructeur qui me permet de setter tous les attributs d'un coup, si je veux, et un constructeur de copie si jamais j'ai à copier un élément. Donc là, selon moi, ça fait le tour pour les constructeurs. Donc, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Les différentes méthodes. Donc, l'étape 2, on peut effectuer des opérations sur un élément. Donc, ça va être des méthodes qui seront donc des fonctions à l'intérieur de ma classe. Je veux pouvoir modifier le prix par unité, augmenter et diminuer le nombre d'unités en inventaire. Donc, on va faire des fonctions, des méthodes qui servent à faire ça. Donc, comment je vais faire pour pouvoir
modifier le prix en inventaire. Donc, mettons, je vais faire public et je vais appeler ça modifier prix. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre nouveau prix en paramètre. Donc, ce qu'on veut, c'est donner puis elle, modifier le prix, on va la mettre de type void parce qu'elle n'a pas à retourner quoi que ce soit. Elle va juste modifier le prix et ça va être réglé. Donc, ce que j'aimerais, c'est juste que, comme tout est privé, les sets sont privés et je ne peux pas aller changer le prix avec la propriété, je vais forcer l'utilisateur à utiliser mes méthodes pour le faire. Donc, cette méthode-là va tout simplement aller changer le prix et va utiliser le constructeur, la propriété, pardon, le set, pour aller le modifier. Je sais que ma propriété fait déjà sa validation, donc je ne suis pas absolument obligé de valider. C'est ce qui fait que, vous voyez ici, je passe par la méthode qui, elle, passe par la propriété qui, elle, va finalement la mettre dans l'attribut. Est-ce que c'est pertinent de rajouter une couche de plus? Ça dépend de votre vision de la chose. On aurait effectivement pu décider, je vais laisser le prix, le set public, pour qu'il puisse juste l'utiliser comme une variable, mais étant donné qu'on avait l'idée de faire des fonctions qui permettaient change ceci, change cela, diminue, augmente, on pourrait simplement, pour garder ça similaire, d'avoir une fonction comme ça, ou mettre le set public. Donc, ça dépend de votre vision de la chose. Ici, ce n'est pas spécifié clairement. On veut pouvoir modifier le prix. Ça n'est pas dit « faites une méthode ». Est-ce que ça vaut la peine de faire une méthode comme ça ou est-ce qu'on veut mettre le set public? Ça dépend de votre vision de la chose. Ce que ça va permettre de faire, en fait, la seule différence, en fait, c'est que si je me déclare dans le main un élément A, et là, je lui mets, lui, il s'attend à recevoir, juste en créer un, égal un nouveau élément, il s'attend à recevoir d'abord un nom, je crois, celui que j'avais mis en premier, ouais, donc melon d'eau, une catégorie, donc là, je vais aller catégorie point fruits, et une unité. Donc, je vais y aller à l'unité. Donc, voilà, j'ai créé ça. Et là, ensuite, je veux modifier le prix de mon aliment. Ben là, je peux faire A point et je peux aller faire modifier prix, qui est une fonction, pour aller setter un prix à, mettons, 5$. L'autre possibilité, c'est si j'élimine cette fonction-là, je vais la laisser là pour l'instant, je vais mettre le set public. Voilà. Et là, à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est de juste faire A.prix est égal à 5. Donc ça, c'est les deux façons, disons, que je peux proposer pour changer le prix. Avec une méthode ou avec la propriété qui ressemble comme à aller directement dans un attribut. Dans un cas comme ça, comme ma fonction modifier prix ne fait aucune validation supplémentaire, puis elle fait juste appeler la propriété, c'est comme une couche un peu inutile. Fait que dans ce cas-ci, j'aurais tendance à le mettre directement comme ça et à éliminer cette méthode-là qui fait juste rajouter une couche inutile. En plus, là, ça ne fonctionne plus. En plus, c'est quand même nice pour la personne qui utilise notre objet de pouvoir directement mettre ça dans une valeur comme si c'était un accès direct à l'attribut. Mais nous, on sait que ce n'est pas un accès direct. On passe quand même par la propriété qui, elle, va vérifier est-ce que mon prix est bon. Donc, elle ne le changera pas si on essaie de le mettre négatif. Donc ça, je considère que modifier le prix par unité, c'est réglé si je mets tout simplement le set public. Ensuite, on va faire facilement augmenter et diminuer le nombre d'unités. Donc ça, comme on spécifie qu'on veut pouvoir l'augmenter ou le diminuer, je prends pour acquis que le but, ce n'est pas de pouvoir juste aller le modifier en changeant la quantité directement. On veut pouvoir soit en enlever, soit en rajouter, parce que ça représente bien le genre d'opération qu'on va pouvoir faire dans une tenue d'inventaire. Mettons que j'ai des melons d'eau dans mon épicerie, puis qu'aujourd'hui, j'en vends 5. C'est beaucoup plus facile pour moi de dire, OK, enlève-en 5, que de dire, set-le à le nombre que j'en ai maintenant. Parce que je ne sais peut-être pas le nombre que j'en ai maintenant. Il faut que j'aille vérifier, que je fasse la soustraction, puis je le recette. Donc, c'est beaucoup plus logique pour moi de juste dire, j'en enlève 5. Ou j'en commande 20 de mon fournisseur, j'en rajoute 20. Donc, c'est facile. Je n'ai pas à moi-même, en tant qu'utilisateur, faire des calculs.
les calculs sont faits par l'objet. Donc, dans un cas comme ça serait beaucoup plus simple de ne pas permettre d'aller mettre une quantité directement parce que de toute façon, l'utilisateur va certainement être plus content de pouvoir juste faire plus ou moins une quantité. Donc, par exemple, ici, ce que je ferais, c'est que je dirais augmenter quantité. Et là, ben, je dois avoir genre quantité à ajouter. Bon, c'est un peu laid. Je vais écrire quantité ajoutée. Ça va être plus beau qu'avec des A accent grave. Donc, tout ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais dire quantité. Et là, je peux juste faire ça, plus égal quantité ajoutée. Donc, je prends ma quantité et je lui ajoute la quantité ajoutée. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Ce qui se passe tout simplement, c'est que ça s'en va utiliser ma propriété. Parce que vous voyez, quantité, là, je mets mon curseur dessus. Quantité est une propriété avec un get et un set. Donc, le plus égal, ça veut dire prends la quantité que tu avais déjà, ajoute-y quelque chose, ça fait un nouveau total et prends ce total-là et affecte-le à ton attribut. C'est en écrasant la valeur précédente. Donc, il y a une opération de get et de set qui sont faites en même temps, mais ça se fait très bien sans problème. Il va aller prendre get pour aller chercher la quantité. Il va faire le calcul, le résultat de mon get plus la quantité ajoutée, ça donne une nouvelle valeur. Et il va faire le set pour faire la partie égale et aller écraser la quantité précédente. Donc, tout simplement, on n'a qu'à faire ça et c'est réglé. Ensuite, pour enlever la quantité, on va faire diminuer quantité. Là, diminuer la quantité, par contre, il y a une affaire qu'il faut vérifier. Donc, quantité enlevée. Normalement, on ne devrait pas pouvoir tomber dans les négatifs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment si je fais, mettons, une affaire comme ça, quantité moins égale à quantité enlevée. Donc, je vais juste comme faire l'équivalent de ce que j'avais fait tout à l'heure. Ça, évidemment, ça fonctionne, ça va faire la même chose. Il va aller chercher la quantité, il va faire une soustraction, il va la remettre dans l'attribut. Mais quand je fais ça, si, mettons, j'ai 10 melons d'eau puis j'en enlève 20 parce que je me trompe, quand il va arriver ici dans le set pour aller essayer de l'enlever, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Ben, il va dire, si ma valeur est plus grande ou égale à 0, je la set. Si non, je ne fais rien en ce moment. Donc, il va donc ne pas faire l'opération. Donc, par exemple, mettons, j'essaie quelque chose, je prends mon A et je dis que le A, la quantité, je veux d'abord augmenter la quantité, donc je commande des melons d'eau, j'en commande 10. Puis là, après ça, plus tard, j'en vends 20. Donc là, ça, c'est une erreur que je fais à ce moment-là. Et je veux afficher à la console combien il m'en reste. Donc, A.quantité. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire ça? Je vais l'exécuter et on va voir le résultat. Par contre, je ne sais pas si dans le live, vous allez pouvoir voir la nouvelle fenêtre qui va popper. Probablement pas, en fait, puisque c'est une fenêtre indépendante. Donc, dans mon streamer, il ne vous la montre pas, mais bon, moi, je la vois. Elle est restée à 10. Donc, vous pourrez donc me faire confiance ou l'essayer vous-même, tout simplement. Donc, elle est restée à 10, la quantité, et c'est bien normal parce que qu'est-ce qu'il fait ici? Il augmente la quantité de 10, il la diminue de 20. Donc, lui, quand il la diminue de 20, il va chercher la quantité de 10. 10 moins 20, ça fait moins 10, et il essaie de setter moins 10 dans la quantité. Et là, moi, quand je m'en vais setter moins 10, il va donc dans la partie 7 de la propriété, et il va essayer de la setter, puis il va dire, ah non, désolé, elle n'est pas plus grande ou égale à 0, moins 10, c'est plus petit, donc je refuse de faire ça, et je ne fais rien, donc par conséquent. Si je ne fais rien, ben, il n'y a rien qui est fait, et il n'y a rien qui a été changé. Qu'est-ce que je veux faire à ce moment-là? Là, c'est ça la discussion qu'on a souvent. Qu'est-ce que je veux faire dans une situation comme ça? J'ai plusieurs possibilités. Je pourrais faire en sorte que, par exemple, ma fonction diminuer quantité elle-même vérifie avant est-ce qu'elle peut changer la quantité, puis peut-être, mettons, affiche un message si ce n'est pas valide. Par contre, on a souvent dit, on n'aime pas ça, des objets qui affichent des messages, à moins que ce soit strictement nécessaire ou demandé directement dans l'énoncé, parce que ça force à ce moment-là l'utilisateur de notre objet à l'utiliser dans une certaine interface, dans ce cas-ci, dans un projet console.
Si je fais un console.writeLine, je ne peux plus utiliser cet objet-là dans autre chose qu'une console. Donc, ça me limite un peu. J'aime pas trop ça faire ça. L'autre possibilité, c'est de retourner peut-être une valeur booléenne d'abord, puis de retourner true ou false selon si j'accepte de le faire ou je refuse de le faire. Peut-être. L'autre possibilité, c'est de se fier sur la propriété. La propriété elle-même fait une validation. Elle pourrait faire quelque chose si la valeur n'est pas bonne, peu importe là, de quelle façon ça arrive. Donc, à ce moment-là, je pourrais mettre un else ici puis faire quelque chose, mais à ce moment-là, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Afficher un message d'erreur? Même dilemme, je ne devrais pas normalement afficher de message d'erreur. Donc, encore moins redemander d'entrer une nouvelle valeur, c'est encore plus de gosser avec l'interface. Donc, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Ben, l'ignorer, c'est pas une mauvaise idée finalement. Juste, si tu essaies de faire de quoi qui est illicite, ça le fait juste pas. Juste peut-être, ça ne t'avertit pas. Fait que ça pourrait être le fun que la fonction retourne effectivement un vrai ou faux pour te le dire, si ça a fonctionné ou pas. Donc là, à ce moment-là, ça serait la job de la fonction, de la méthode de vérifier ça pour pouvoir retourner une erreur. Mais la vraie bonne chose à faire en réalité, ça serait de de lancer une exception. Puis ça, ben, c'est du chapitre 8. On vient de le voir avant de quitter, puis on va le revoir dans notre révision plus tard. Normalement, on veut s'assurer que si on essaie de faire quelque chose qui n'a pas d'allure, on envoie une exception, ce qui fait planter le programme, à moins que le programme lui-même s'assure de les attraper pour réagir en conséquence. Donc, dans ce cas-ci, le laisser comme ça, c'est pas nécessairement une mauvaise chose pour moi, à mes yeux, que ça fasse juste ne pas le faire. Ça refuse de faire une opération qui ne fonctionne pas. Si je voulais savoir si ça a fonctionné ou pas, ben, une possibilité que j'aurais, ça serait de dire que ça retourne un booléen, mettons. Puis là, je me ferais un booléen résultat qui serait égal à true, mettons. Puis là, ben, je pourrais vérifier à ce moment-là, est-ce que la quantité que j'ai en ce moment est plus grand ou égal à la quantité que je veux enlever. Donc, si, autrement dit, si j'en ai assez, je peux en enlever. Donc, si j'en ai au moins autant, je peux en enlever la quantité que je veux. Sinon, je vais simplement mettre mon résultat à false et ne rien faire anyway, sachant que de toute façon, ça m'empêcherait de le faire. Puis là, à ce moment-là, si je fais ça, je peux faire à la fin return le résultat. Là, ce que ça change, de la même façon, si je le fais maintenant, ça ne changera rien du tout. Je n'ai pas changé mon main. Il va continuer de juste ne pas le faire. Il va arriver ici, puis il va essayer de diminuer. Ça ne va rien faire. Mais par contre, maintenant, je peux avoir une variable, par exemple, mon résultat ici. Et là, je pourrais faire quelque chose dans mon main. Genre, si le résultat est faux, mettons, donc if not résultat, tiens, là, je ferais quelque chose avec ça. Tiens, puis là, je verrai. Même un truc qui pourrait être nice, réussi. Donc, si ce n'est pas réussi, là, je sais qu'il y a quelque chose, puis je pourrais afficher moi-même mon message d'erreur si je veux ou quelque chose comme ça. Donc ça, ça peut être une possibilité qu'on a si on ne lance pas d'exception, de retourner un vrai ou faux si on n'a pas besoin de la valeur de retour de toute façon pour faire autre chose. Donc, c'est une possibilité que j'ai. J'aurais pu aussi décider, comme c'est pas spécifié quoi faire, de ne rien faire de tout ça et juste faire que la quantité enlevée ne s'enlève pas si on essaie d'en enlever trop. Tout simplement, il n'y a rien qui se passe. Il nous reste appliquer un rabais en pourcentage sur le prix, donc un attribut et une propriété calculée. Donc, on va avoir besoin d'ajouter un attribut rabais et d'une propriété calculée qui me calcule la valeur. Donc, je veux pouvoir ajouter un rabais si je veux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter ici un rabais qui, par défaut, va être à 0. Donc, on ne mettra pas de rabais par défaut. Puis là, je me ferai ensuite la même affaire, une possibilité de le changer si je veux. Donc, je vais me faire une propriété ici. Donc, je vais la mettre à la suite de mes autres. Donc, public double rabais. Et là, mon get bien normal. Je fais juste retourner le rabais. Et mon set. Donc, le rabais, encore une fois, même chose. Un rabais, on veut que ça soit 0 ou
plus grand, donc on ne veut pas un rabais négatif qui sert à monter le prix, là, bien que mathématiquement, ça se peut, mais c'est laid. Et on ne veut pas commencer à s'empêtrer là-dedans. Donc, on va y aller là-dedans. Donc, je fais un get et un set. Donc là, j'ai la possibilité d'ajouter un rabais si je veux, en disant tout simplement, je vais le setter. Donc, je set mon rabais à un certain prix. Là, à ce moment-là, on pourrait se demander, est-ce que je veux ajouter ça à mes constructeurs? Est-ce que je veux avoir un constructeur qui met d'emblée un rabais? Moi, j'aurais tendance à ne pas le mettre parce que le rabais, ça semble être une affaire ponctuelle qu'on fait juste une fois de temps en temps. Donc, c'est pas quelque chose qui fait partie de l'aliment par défaut. Donc, je n'irai pas avec ça. Par contre, dans mon constructeur de copie, si je veux que mon constructeur de copie marche, je suis obligé aussi de copier le rabais. Si jamais il y en a un dans mon original, ma copie devra avoir le même rabais. Donc, ça, c'est une possibilité aussi. Alright, donc là, j'ai mon rabais et je veux une propriété calculée. C'est quoi une propriété calculée? Des fois, il y a des étudiants qui me posaient la question simplement parce qu'ils ne connaissent pas le terme. Une propriété calculée, c'est comme une propriété bien ordinaire là, qui peut avoir un get puis un set. Plus souvent, on va avoir juste un get, en fait, qui va faire retourner non pas directement un attribut, mais un calcul fait à partir des autres attributs. Donc, par exemple, je pourrais avoir ici public double prix à rabais. Donc, mon prix avec un rabais, j'aurais simplement à retourner un résultat de calcul. Donc, c'est ça qu'on veut dire par une propriété calculée. C'est qu'elle ne va pas juste retourner un attribut directement. Elle va retourner un résultat d'un calcul quelconque. Calcul qui peut être arithmétique, mais qui pourrait aussi être relationnel ou logique, genre retourner un vrai ou faux. Si quelque chose, mettons, je me fais une propriété, supposons, est hors de stock. Puis elle a fait juste me retourner est-ce que ma quantité est égale à 0? Si ma quantité est égale à 0, ça retourne true, il est hors de stock. Sinon, il me retourne false. Donc, ça aussi, c'est considéré calculé quand ça retourne des vrais ou faux. Donc, mon return ici va faire quoi? Ben, il va prendre le prix ordinaire et il va y appliquer un rabais. Donc, moins le prix multiplié par le rabais. Donc, on va retourner ça. Moi, dans ma tête, mon rabais, c'est un rabais en pourcentage. Donc, par exemple, 30%. Donc, si j'ai 30% de rabais, je vais retourner 0,3. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis double. Je pourrais noter ici, pourcentage. Donc, il va prendre, mettons, 0,3 pour un 30%. Il va faire le prix fois 0,3, ça va donner 30% du prix. Il va être soustrait au prix régulier, donc il va me rester le reste, par exemple. Donc, ça serait une propriété calculée bien simple à faire à ce moment-là. Donc, propriété calculée, c'est ça. C'est une propriété qui retourne le résultat d'une opération quelconque, arithmétique, relationnelle ou logique, qui n'est pas un simple return d'un attribut. Puis, il va y en avoir beaucoup des propriétés comme ça. Donc, par exemple, justement, j'en parlais tantôt, pourquoi pas la faire? Je me fais une propriété booléen est hors stock. Donc, j'en ai plus. Je me fais une propriété pardon, comme ça, est hors de stock, et je lui mets un get, et elle va tout simplement returner est-ce que ma quantité est égale à 0. Juste ça, c'est réglé. C'est vraiment simple à faire, ça prend une seconde. Donc, est hors stock, elle regarde, si la quantité est égale à 0, ben cette opération-là relationnelle est donc true, donc elle va retourner true. Et là, ça va me dire, il est hors de stock. Donc, moi, ce que ça me permet de faire, c'est de mon côté, mettons, dans mon main, quand j'essaie d'utiliser ces affaires-là, donc, mettons que je veux diminuer la quantité, ben, je pourrais vérifier si, pardon, s'il n'est pas hors de stock. Alors, diminue la quantité. S'il est hors de stock, je peux vérifier. Ou à l'inverse, je pourrais dire, s'il est hors de stock, affiche un message, genre, il faut commander des melons d'eau. Donc, c'est le genre d'affaires que je pourrais faire. Bien souvent, ces petites fonctions-là, vrai ou faux, les petites méthodes booléennes, vrai ou faux, commencent par un est. C'est un peu une espèce de tradition. Donc, est à l'affaire. Donc, est vendu, est invendu, est à rabais, etc. Donc, qui nous permet d'avoir un vrai ou faux rapidement pour savoir quelque chose. Évidemment, l'utilisateur de mon objet n'a pas
besoin à tout prix de cette méthode-là parce qu'il peut lui-même aller checker si la quantité est égale à 0. Mais c'est une bonne pratique de faire que notre objet fournit une méthode pour faire ça, puis ça fait du code plus simple, puis il n'y a pas à se casser la tête. Quand il regarde la liste des possibilités de méthodes, il voit « Ah, je peux vérifier ça ». Ça peut lui donner des idées. Et souvent, on va avoir l'inverse aussi. Bien souvent, on va avoir deux états opposés. Donc, est en stock. Mettons, est-ce que j'en ai en stock? Puis elle va nous retourner l'inverse. Donc, soit j'écris que ma quantité est plus grand que 0. Oups, plus grand que 0. Une possibilité. Ou si j'avais voulu, bien souvent, on va voir ça. On va retourner le contraire de est hors stock. Donc, si je ne suis pas hors stock, je suis en stock. Donc, c'est une possibilité aussi. Ça revient au même. Donc, vous y allez comme vous voulez. Souvent, c'est plus... Notre première idée, c'est de le faire comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est pas demandé à l'énoncé, mais voilà, je l'ai fait. Donc, maintenant, ben, j'ai mon objet qui répond à toutes les demandes. Oui, voilà, justement, je vois me passer le commentaire que je viens de dire. OK, qu'on pense pareil. On est connecté, c'est fou. Donc, on a créé notre objet, on a les attributs qu'on veut. Certains sont auto-implémentés, c'est bien correct. On a les propriétés qu'on veut. Ils ont toutes des get. Quelques-uns ont un set qu'on peut changer directement si on veut, mais qui font une validation. Quelques autres ont un set qui ne peut pas qui est privé, donc qui force à utiliser mes méthodes pour le changer. On a notre propriété calculée. On a, en fait, j'en ai même rajouté deux autres. Donc, par exemple, ici, ce que je disais tantôt, c'est qu'on peut aussi faire ça. On en fait une et son inverse d'un coup. On a nos constructeurs qui, au minimum, acceptent les trois paramètres qui ne pourront plus jamais être changés après, ce qui est très logique, puisqu'on ne peut plus les changer après. C'est notre seule chance de les setter. Il faut que notre constructeur les accepte. Mais on en a fait un autre aussi qui permet d'accepter aussi les autres attributs qu'on pourrait changer par la suite. Tant qu'à faire, on peut le faire. Et j'ai un constructeur de copie complètement fonctionnel. Et j'ai mes méthodes, augmenter la quantité, diminuer la quantité, qui, elles, on a décidé ici pour le fun de faire une validation et de retourner un vrai ou faux, ce qui n'était pas vraiment demandé. Puis là, ben, mon main, maintenant, je peux l'utiliser comme je veux. Donc, j'ai mon melon d'eau que je peux faire ce que je veux avec. Augmenter la quantité, vérifier s'il est en stock. Je peux afficher toutes les informations. Je peux y mettre un rabais. Donc, si, mettons, je voulais y mettre un rabais, comment je ferais ça? Ben, je pourrais simplement le setter. Mettons, je décide les melons d'eau sont à 40% de rabais. Alors voilà, je mets mon rabais à 40%. Et après ça, je peux aller afficher le prix. Donc, si je fais A.prix, c'est son prix régulier, mais je peux aussi afficher son prix avec rabais qui tient compte du rabais. Donc, je peux en tenir compte ou ne pas en tenir compte. Je peux changer le rabais quand je le décide. Mon rabais, par exemple, un truc que je viens de penser, j'avais dit que c'était un pourcentage, donc ça serait une bonne idée que mon rabais tienne compte du fait qu'il doit être entre 0 et 1. Donc, une affaire que j'avais négligée tout à l'heure. Donc, il faut que ma valeur que je veux mettre dans mon rabais, soit entre 0 et 1 pour que ça soit un pourcentage sous forme de nombre décimal. Donc, je ne peux pas avoir un rabais de plus que 100% de rabais, là, sinon ça serait un peu absurde. Est-ce que j'accepte 100% de rabais? Ça dépend de comment vous voyez la chose. On pourrait se dire que non, parce que là, à ce moment-là, on le vend à 0, mais en même temps, on pourrait dire que ça peut être une promotion, mettons que tu as un objet gratuit à l'achat de d'autres choses. Donc, ça dépend de comment vous voyez tout ça. Et voilà. Donc, ceci, selon moi, termine donc la première partie de la révision. Je vais aller vérifier s'il y a des commentaires sur le live. Et voilà. Donc, Olivier Cook trouve que c'est long dans sa forteresse de papier de toilette. Ben oui, c'est long. Je prends mon temps. On n'a rien que ça à faire. Ça, puis se faire un fort de papier de toilette, effectivement. Donc, moi, ça fait le tour. Je vais mettre par la suite cette vidéo-là sur la chaîne YouTube du département. Et donc, je vais mettre un lien sur Moodle pour que vous puissiez aller le revoir par la suite si ça vous tente. La semaine prochaine, on va en faire d'autres live comme ça. Le prochain, c'est Joanne qui va le faire. Donc, l'énoncé va progresser. On va rajouter des demandes à l'énoncé et puis on va donc coder tout ça. Et on va
passer à travers tous les chapitres comme ça pour complexifier notre objet, puis on va créer d'autres objets qui vont interagir ensemble. Donc, petit à petit, ça va devenir gros, puis on va faire le tour de tous les chapitres. Donc, si vous avez besoin d'aide sur quelque chose, gênez-vous pas pour nous écrire. On est là. Utilisez le Discord, utilisez Colnet, utilisez le courriel, utilisez Facebook. On est partant pour n'importe quoi, puis on vous répond aussitôt qu'on peut. Donc, merci beaucoup la gang d'avoir été là et on se revoit bientôt. On va vous annoncer sur Colnet quand on saura exactement la date et l'heure du prochain live. Au revoir.